Avril 1893, dans le comté de McPherson, territoire du Dakota. Alors que tous les colons de la région construisaient des cabanes individuelles sur des parcelles séparées, 4 familles d'immigrants firent quelque chose qui amena les Américains à venir à cheval, juste pour se moquer d'eux, les traitant d'idiots. Les charpentiers polonais avaient convaincu 3 autres familles de construire leurs cabanes, partageant des murs dans une disposition carrée. Les 4 maisons étaient reliées comme une forteresse autour d'une cour vide. Ces étrangers construisaient un bidonville. 4 familles entassées comme des rats des villes. Personne ne comprenait ce qu'Alexander savait sur le partage des murs et la rotation des feux. Ce qui garderait les 4 familles au chaud pendant que leurs voisins brûleraient leur propre bois en cendres. Abonnez-vous à la chaîne et dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires. Alexander Nowak a passé 26 ans à apprendre comment les bâtiments pouvaient partager plus que de simples murs. Né dans un village en périphérie de Cracovie, dans le sud de la Pologne, il a grandi dans une région où les maisons mitoyennes n'étaient pas un signe de pauvreté, mais de sagesse. Les villages polonais construisaient des maisons mitoyennes depuis des siècles, les familles partageant des murs, non pas parce qu'elles ne pouvaient pas se permettre des maisons individuelles, mais parce qu'un mur partagé signifiait une chaleur partagée. La chaleur qui traversait un mur partagé ne s'échappait pas dans le ciel hivernal. Elle passait chez le voisin, qui à son tour renverrait la chaleur. Le mur de séparation devenait un pont, pas une barrière. Son père était charpentier dans un village où aucune maison ne se tenait seule. Chaque maison était reliée à la suivante, formant des rangées continues qui affrontaient l'hiver comme une seule entité, plutôt que des bois isolés luttant seuls contre le froid. Une famille avec un feu ardent ne chauffait pas seulement ses propres murs, mais aussi ceux des familles de chaque côté. Quand leur feu s'éteignait, le feu du voisin les réchauffait. Le village survivait ou souffrait ensemble. Aucune famille n'avait froid seule. Alors que les voisins thésaurisaient la chaleur derrière des murs séparés, le calcul était simple. Une cabane autonome avait 4 murs exposés à l'hiver, 4 surfaces perdant de la chaleur dans l'air glacial. Mais une cabane partageant un mur avec un voisin n'avait que 3 murs exposés. Partager 2 murs avec 2 voisins, et il ne reste que 2 murs face au froid. 4 cabanes disposées en carré, chacune partageant 2 murs avec les familles adjacentes, réduisaient la surface totale exposée de près de moitié. Le même espace intérieur, les mêmes familles, mais seulement la moitié des murs à affronter l'hiver au lieu de tous. Alexander était arrivé dans le territoire du Dakota au printemps 1891, suivant le travail ferroviaire qui avait amené les ouvriers polonais à la frontière américaine. Lorsque le travail ferroviaire fut terminé, il déposa une demande pour 160 acres de terre dans le comté de McPherson et fit venir sa femme, Martha, et leurs 3 enfants. La terre était plate, sans arbres et dure. Un contraste frappant avec les vallées abritées du sud de la Pologne. Il construisit sa première cabane cet été-là, appliquant les techniques que les Américains lui avaient montrées. Une structure séparée se tenant seule sur sa parcelle, 4 murs face au vent de la prairie, et une cheminée en pierre sur le mur nord. C'était une bonne construction selon les normes locales. Son voisin le plus proche, une famille suédoise nommée Linkvist, avait construit une cabane identique à un quart de mile à l'est. 2 familles allemandes, les Brenners et les Millers, avaient également construit des structures similaires à proximité. 4 familles, 4 cabanes séparées, 4 boîtes isolées se préparant à affronter l'hiver seuls. Le premier hiver dans le Dakota lui apprit le prix de l'isolement à l'américaine. Le vent s'infiltrait par chaque mur. La chaleur s'échappait par des surfaces qui ne faisaient face qu'au vide glacial. Sa cheminée consommait du bois à un rythme qui l'horrifiait.
Une botte de bois tous les 6 jours, le feu rugissant tandis que le froid s'infiltrait toujours à travers des murs sans voisins pour partager la chaleur. Martha utilisait des chiffons pour colmater les interstices des plaintes, car le froid s'infiltrait de tous les côtés. Ses enfants dormaient avec leurs manteaux. La réserve de bois de chauffage diminuait, et janvier semblait ne jamais finir. Il rendit visite à la famille Lindquist après une vague de froid intense. Il les trouva confrontés à la même épreuve. Eric Lindquist, par exemple, épuisait ses réserves de bois de chauffage à un rythme tout aussi alarmant. Son épouse, Bridget, luttait également. Elle empilait des couvertures sur ses enfants tremblants. Même avec un feu crépitant dans la cheminée, il continuait de frissonner. « En Pologne, oui, » remarqua Alexander, « nous aurions partagé un mur commun. » À l'intérieur de la demeure des Lindquist, il observa la chaleur s'échapper par 4 murs non isolés. « La chaleur de votre foyer profiterait à ma maison, songea-t-il. Et la mienne réchaufferait la vôtre. La cloison partagée transférerait la chaleur. La chaleur ne se dissiperait pas. »« Il en va de même en Suède, » répondit Lindquist, ajoutant des bûches à un brasier qui semblait incapable de vaincre le froid intense. Le froid mordant les assaillait de toutes parts. Dans les villages traditionnels, aucune maison n'était isolée. Pourtant ici, les Américains insistaient pour que chaque famille possède sa propre parcelle et sa propre habitation. Ils construisaient leurs maisons séparément et souffraient par conséquent du froid dans l'isolement. Quand le printemps arriva, Alexander était parvenu à une conclusion. Il décida de ne plus jamais construire une maison seule. Au lieu de cela, il chercherait des familles prêtes à construire en coopération. 4 habitations disposées en carrés, partageant des murs communs. Chaque famille échangeait sa solitude contre sa survie. Si les Américains pouvaient juger cela imprudent, ils considéraient que c'était une approche judicieuse, une approche que les communautés européennes avaient employée pendant des centaines d'années. La discussion eut lieu par une douce soirée de mai 1893. Alexander invita les 3 autres familles chez lui. Il présenta les plans qu'il avait esquissés sur du papier d'emballage brun, détaillant 4 cabanes séparées. 4 foyers, mais pas 4 structures distinctes. Il étala les dessins sur sa table en bois brut, révélant une disposition carrée avec un espace central ouvert. Chaque habitation partagerait 2 murs avec les voisins adjacents. Les Lindquist seraient situés ici, partageant un mur avec nous et un autre avec les Brenner. Les Müller seraient positionnés là, partageant avec les Brenner, puis de nouveau avec notre côté. Cela forme un carré de 4 résidences, ne résultant qu'en 8 murs extérieurs au lieu des 16 habituels. Eric Lindquist examina le plan. Son visage âgé affichait une curiosité prudente. « En Suède, nous appelons cela un furkend », expliqua-t-il. Une ferme à 4 côtés construite de cette manière depuis de nombreuses générations. Cependant ici, interrompit Klaus Brenner, les Américains expriment souvent du scepticisme. Ils insistent pour que chaque famille ait sa propre habitation sur sa propre propriété. Les mains de forgeron posées à plat sur la table, il poursuivit. Ils prétendront que nous construisons un taudis, une habitation de qualité inférieure, parce que nous ne pouvons pas nous permettre de vraies maisons. Qu'ils expriment leurs opinions. Alexander passa son doigt le long des murs partagés représentés. L'hiver dernier, Klaus, combien de bois de chauffage avez-vous consommé ? Demanda-t-il. 7 cordes, presque 8, répondit Klaus. Et vous, Eric ? Cela aurait été plus de 6,5, répondit Eric, si les enfants n'avaient pas partagé notre lit pour la chaleur. Heinrich Müller
secouant la tête d'un air sombre, ajouta « J'ai arrêté de compter. Nous avons dû brûler des meubles en février. » « Une chaise offerte par la mère de ma femme, » précisa Heinrich. Alexander laissa un moment de silence avant de parler. 4 familles, potentiellement 28 cordes collectivement. Ces 28 cordes pour chauffer 16 murs individuels, chacun luttant contre l'hiver indépendamment. Il tapota le plan. Cette disposition ne comporte que 8 murs extérieurs, ce qui signifie la moitié de la surface par laquelle la chaleur s'échappe dans l'atmosphère. De plus, nous partagerons la responsabilité de l'entretien du feu. Il désigna les 4 habitations une par une. Chaque foyer sera responsable de l'entretien du feu par tranche de 3 heures pendant que les autres se reposent. Les linguistes s'occuperont de la soirée jusqu'à 21 heures. Les brenneurs suivront de 21 heures à minuit. Nous gérerons le feu de minuit à 3 heures du matin. Puis les Müller le maintiendront jusqu'au matin. Un seul feu, entretenu toutes les 3 heures, maintiendra la chaleur dans les 4 cabanes grâce aux murs partagés. Si nous étions séparés, chacun de nous brûlerait du bois toute la nuit. Collectivement, chacun de nous entretient le feu pendant 3 heures. Martha Novak était à côté de son mari, son visage reflétant le calcul. 1/4 des feux de la nuit, utilisant 1/4 du bois pendant les heures sombres. Environ 12 cordes de bois au total pour les 4 foyers, au lieu de 28. Alexander s'adressa ensuite à chaque homme individuellement. « Nous construirons sur ma terre. J'ai déjà enregistré la revendication. Les habitations seront reliées sur ma propriété. Cependant, chaque famille conserve son espace distinct, sa propre entrée, sa propre cheminée. Nous partagerons des murs communs et les responsabilités du feu, mais rien au-delà. » La nouvelle se répandit dans la communauté en 15 jours. Samuel Thornton, un colon américain qui exploitait un ranch dans le comté de McPherson depuis plus d'une décennie, arriva à cheval fin mai pour vérifier les histoires qui circulaient. Il découvrit 4 familles en train de creuser des fossés de fondation pour ce qui semblait être un seul bâtiment substantiel, et non 4 habitations individuelles. « Non, attendez !» cria Thornton du haut de son cheval. « Les gens en ville suggèrent que vous construisez une sorte de logement pour immigrants. 4 familles entassées, partageant des cloisons, comme si vous ne pouviez pas vous permettre des résidences séparées. » Alexander posa sa pelle sur le sol. 4 habitations, 4 foyers, des murs communs. Pendant des centaines d'années, les villages en Pologne, en Suède et en Allemagne ont été construits de cette manière. Les murs communs procurent une chaleur mutuelle. Ce n'est pas l'Europe. Ici, en Amérique, un homme construit sa propre habitation sur sa propre propriété. Ce que vous érigez ressemble à une forteresse ou à un établissement correctionnel. Thornton fit un signe de tête négatif. 4 familles partageant des cloisons, partageant les tâches de chauffage. Que se passe-t-il si une famille néglige ses responsabilités? Si un feu s'éteint et que tout le monde endure des difficultés? Alors nous les réveillons et ils rallument leur feu. Nous sommes des concitoyens, nous veillerons les uns sur les autres. Les voisins résident les uns à côté des autres, pas à l'intérieur du même mur mitoyen. Thornton fit pivoter son cheval. C'est votre décision, mais vous faites une erreur. Quand le gel de décembre arrivera, vous regretterez de ne pas avoir de cabanes individuelles où vous pourriez vous réchauffer indépendamment. Martha observa Thornton partir à cheval. Elle fit ensuite face à son mari, son visage mêlant optimisme et incertitude. Il croit que nous nous disputerons entre nous avant la fin de l'hiver. Il affronte l'hiver dans la solitude et appelle cela de l'orgueil. Alexander récupéra sa pelle.
Nous affronterons l'hiver collectivement et appellerons cela de la sagesse. Décembre lui révélera quelle méthode assure le mieux la chaleur des enfants. Les connaissances qu'Alexander Noack possédait, issues de 26 ans de construction de villages polonais, seraient plus tard mesurées avec précision par des experts en bâtiments contemporains. Cependant, les concepts fondamentaux qu'il utilisait avaient déjà subi une vérification rigoureuse. Ces principes avaient été prouvés au cours de siècles d'architecture de logements intégrés européens, dans des environnements où la praticité supplantait la vanité. La réalisation fondamentale était que la chaleur se dissipe par les surfaces externes, pas par les surfaces internes. Une habitation solitaire possédait 4 murs, un toit et un plancher, un total de 6 surfaces par lesquelles la chaleur s'échappait dans l'environnement glacial. Pourtant, une cloison partagée par 2 zones chauffées retenait toute la chaleur. La chaleur qui traversait un mur commun se transférait simplement de la résidence d'une famille à celle d'à côté. Elle ne se dissipait jamais. Elle ne disparaissait jamais dans l'atmosphère. Au lieu de cela, elle restait contenue à l'intérieur de l'édifice interconnecté, fournissant de la chaleur à quiconque en avait le plus besoin à tout moment donné. Les calculs soutenaient fortement l'efficacité des conceptions de bâtiments liés. Une habitation solitaire, mesurant 20 pieds sur 20, présentait 80 pieds linéaires de surface de murs extérieurs. 4 cabanes individuelles présentaient 320 pieds linéaires de murs exposés à l'hiver, représentant 320 pieds de surface perdant de la chaleur dans l'air glacial. Inversement, 4 cabanes configurées en carré, chacune partageant 2 murs avec des habitations adjacentes, ne possédaient que 160 pieds de surface externe. Cela signifiait la moitié des murs, la moitié de la perte thermique, pour le même nombre de familles occupant la même superficie totale, mais avec la moitié de la surface luttant contre le froid. Ces murs mitoyens ne se contentaient pas d'empêcher la perte de chaleur. Ils facilitaient activement le transfert de chaleur entre les habitations. L'énergie thermique se déplace naturellement des zones de température plus élevées vers celles de température plus basse, quel que soit le matériau. Par exemple, si le foyer de la famille Noack était ardent, chauffant leur cabane à peut-être 60 degrés, et que la cabane voisine des Lindqvist, où le feu s'était éteint, n'était qu'à 50 degrés, la chaleur passerait naturellement à travers le mur commun des Noack aux Lindqvist. Cela réchaufferait l'habitation plus froide, même sans feu actif à l'intérieur. Le mur fonctionnait ainsi comme un canal pour la chaleur, plutôt que comme un obstacle. Les Lindqvist gagnaient de la chaleur qu'ils n'avaient pas générée, tandis que les Noack cédaient une chaleur qu'ils pouvaient facilement se permettre de perdre. Cet arrangement assurait un équilibre thermique constant et autorégulé. Ce mécanisme de transfert de chaleur interconnecté a permis la mise en œuvre d'une routine de gestion du feu échelonnée. Si 4 familles vivaient indépendamment, chacune serait contrainte de maintenir un feu toute la nuit, ce qui entraînerait 4 feux distincts brûlant du bois pendant 8 à 10 heures d'obscurité. Cependant, 4 familles liées entre elles pouvaient alterner leurs responsabilités de maintien du feu. Par exemple, lorsque le feu des Lindqvist était actif du crépuscule jusqu'à 21 heures, sa chaleur rayonnait à travers les murs communs vers les Brenner d'un côté et les Miller de l'autre. De même, lorsque les Brenner prenaient le relais de 21 heures à minuit, la chaleur qu'ils généraient maintenait les Lindqvist, dont le feu était désormais éteint, et atteignait également les Noack sur leurs murs opposés. Par conséquent, chaque foyer n'avait besoin de maintenir un feu que pendant 3 heures, bénéficiant de la chaleur fournie par les feux de leurs voisins pendant les 9 autres heures de la nuit. De plus, l'aménagement en cour centrale offrait un avantage supplémentaire, un abri contre le vent. Le vent contribuait à la dissipation de la chaleur par 2 processus principaux. Premièrement,
Il amplifiait la différence de température à travers les surfaces des murs. Et deuxièmement, il propulsait l'air froid à travers les ouvertures et les fissures en raison des variations de pression. Une cabane individuelle, isolée, était exposée au vent de tous les côtés, tandis que 4 cabanes configurées en carré formaient une cour centrale, abritée. Tout vent impactant la structure globale rencontrait les murs extérieurs, mais il était incapable de pénétrer dans la cour. Chaque cabane individuelle possédait un mur qui donnait directement sur cette zone intérieure abritée. Ce mur particulier était imperméable au refroidissement éolien, ce qui signifie qu'il n'était jamais soumis à des variations de pression et ne perdait par conséquent jamais d'énergie thermique au courant d'air. De plus, ce schéma architectural intégrait un niveau de secours absent dans les cabanes autonomes. Si le feu dans une cabane isolée s'éteignait au milieu d'une vague de froid, les occupants seraient contraints d'endurer des conditions glaciales sans aucune source de chaleur alternative. Inversement, si un feu s'éteignait dans l'une des habitations interconnectées, la chaleur continuerait de circuler des feux adjacents à travers les murs communs. Bien que le foyer affecté puisse ressentir un certain inconfort, il ne souffrirait pas du gel. La chaleur fournie par leurs voisins leur laissait suffisamment de temps pour se réveiller, rallumer leur feu et rétablir la chaleur. Un dysfonctionnement isolé ne pouvait pas mettre en péril une famille, étant donné qu'elle était enveloppée par la chaleur générée par 3 autres foyers. Les voisins d'Alexander, cependant, considéraient ces cabanes jumelées comme un signe de dénuement, croyant que les familles étaient trop pauvres pour construire des maisons individuelles. En revanche, Alexander percevait les cabanes interconnectées comme une forme de sécurité, des familles trop astucieuses pour affronter l'hiver isolément. Collaborer de cette manière réduisait la consommation de bois de moitié et offrait une double protection. La construction a commencé début juin 1893, immédiatement après que le sol ait suffisamment dégelé pour permettre le bon placement des poutres de fondation. Les 4 familles ont collaboré au projet dès son commencement. Alexander a conçu l'aménagement, qui était une empreinte carrée de 48 pieds de côté, englobant une cour centrale de 16 pieds de diamètre. Chaque cabane individuelle devait mesurer 16 pieds de profondeur sur 24 pieds de largeur, avec ses 2 murs intérieurs partagés avec les résidents adjacents. Les murs extérieurs étaient orientés vers la prairie ouverte, tandis que les murs intérieurs faisaient face à la cour abritée. Chaque foyer disposait de sa propre entrée privée, qui s'ouvrait directement sur la zone centrale commune. Les travaux ont commencé par les fondations, utilisant de solides rondins de peuplier, aplatis sur 2 côtés, disposés en une vaste configuration carrée, avec des cloisons internes délimitant les limites de chaque cabane. Les fondations des murs mitoyens ont exigé l'attention la plus méticuleuse parmi ces bois. Ces rondins particuliers étaient destinés à supporter le poids de murs desservant 2 foyers simultanément. Alexander a exigé l'utilisation des bois les plus robustes pour ces connexions structurelles cruciales. Reconnaissant l'impératif que les murs mitoyens restent absolument stables et indivisibles, les murs extérieurs ont été érigés en premier. Chaque famille a assumé la responsabilité de la construction de ces murs respectifs orientés vers l'extérieur. Les Noack construisirent le côté sud, les Lindqvist l'est, et les Brenners le nord. Les Millers érigèrent la section ouest, employant des techniques de construction traditionnelles en rondins, des couches horizontales imbriquées au coin et scellées avec un mélange d'argile et de mousse. La construction se déroula avec des hauteurs uniformes et des spécifications précises, garantissant que les murs s'aligneraient parfaitement au point de jonction des cabanes. Les murs intérieurs communs nécessitaient un effort de coopération. Alexander et Erik Lindqvist collaborèrent sur leur cloison commune, chacun contribuant de son côté respectif,
ajustant méticuleusement des rondins qui serviraient équitablement les deux foyers. Par conséquent, ils scellèrent les deux surfaces, celle d'Alexander et celle d'Eric, créant une barrière conçue pour conduire la chaleur entre les habitations tout en étouffant le bruit et en préservant l'intimité. Ce mur n'appartenait à aucune famille en particulier, mais aux deux. Son but était de favoriser l'unité, pas la séparation. Klaus Brenner et Heinrich Müller construisirent leur cloison commune simultanément. Par la suite, le mur Linkefest-Brenner fut érigé, suivi du mur Müller-Noack qui finalisa l'enceinte carrée. Au total, il y avait 8 segments de murs communs, chacun construit par les deux familles qu'il était censé servir, scellés des deux côtés et conçus pour transmettre la chaleur au lieu de l'empêcher. À mesure que les murs s'élevaient, la cour commença à prendre forme. Un espace de terre carré et abrité mesurant 16 pieds de côté, entouré des 4 côtés par les murs des cabanes. Il restait exposé au ciel, mais était protégé du vent par la construction elle-même. Ils le recouvrirent de pierres plates transportées d'un lit de ruisseau situé à 3 miles de là, créant un revêtement de sol qui ne deviendrait pas boueux pendant les précipitations ou les chutes de neige. Chaque cabane individuelle était équipée de sa propre cheminée située sur son mur extérieur. Le foyer de Noax était placé sur la façade sud, celui des Lengvist à l'est, celui des Brenners au nord et celui des Millers à l'ouest. 4 cheminées s'élevaient de chacun des 4 coins de la structure. Bien que chacun servît de principal appareil de chauffage à une seule famille, les murs communs garantissaient que chaque feu apportait de la chaleur à plus d'une habitation. Les toits, construits en 4 segments distincts convergeant au centre de la cour, étaient inclinés vers l'intérieur, permettant à l'eau de pluie et à la neige fondue de s'écouler dans la zone abritée, au lieu de ruisseler le long des murs extérieurs. Une épaisse isolation en tourbe, composée de 12 pouces de terre, recouvrait chaque toit, conçu pour retenir la chaleur à l'intérieur. Marta Novak entra dans l'édifice achevé le soir inaugural de septembre. Elle traversa sa propre habitation, puis passa par l'entrée de la cour, et ensuite dans la cabane des Limvist, où Bridget disposait des meubles. « Je sens la chaleur de ton feu de cuisine », remarqua Martha, posant sa main contre la cloison commune. La chaleur se diffuse. Bridget, de son côté, posa sa main sur le même mur, répondant « Et je perçois la tienne ». Ce mur ressemble à une entité vivante. Il fait circuler la chaleur entre nous. Alexander observa la cour, remarquant les 4 portes menant à la zone abritée, les 4 cheminées s'élevant de chaque coin, et les 4 familles se préparant pour l'hiver comme une entité unifiée au lieu d'entités séparées. En Pologne, nous appelons cela une Wspólnota, un Commonwealth. 4 familles, 4 résidences, luttant collectivement contre l'hiver. Il leva les yeux vers le ciel crépusculaire qui était bordé de tous côtés par les murs des cabanes. Les Américains verront 4 familles trop pauvres pour construire des maisons individuelles. Nous, cependant, reconnaîtrons 4 familles trop avisées pour endurer le froid de l'hiver dans l'isolement. À la fin de septembre, ce complexe de cabanes interconnectées était devenu le projet de construction le plus discuté du comté de McPherson. Ce qui avait commencé comme une curiosité estivale s'était transformé en dérision pure et simple, une fois que les habitants locaux eurent compris que les 4 familles immigrées avaient réellement l'intention d'y résider, partageant des cloisons comme des habitants de taudis dans une métropole européenne congestionnée. C'est contre nature, déclarèrent-ils. Au magasin général de Léola, l'épouse d'un éleveur proclama « 4 familles entassées dans un seul espace, comme si elles n'avaient pas les moyens d'avoir des habitations individuelles. » Elle se lamenta.
Ces malheureuses femmes, partageant des murs avec des étrangers, au courant de chaque dispute, de chaque nourrisson qui pleure. Ces nouveaux venus ont construit une habitation de qualité inférieure et l'ont jugée ingénieuse. À mesure que le mercure baissait, les critiques pratiques s'intensifièrent. Samuel Thornton arriva début octobre, apportant de nouvelles inquiétudes. Son souffle visible dans l'air frais du matin, il s'adressa à Noack. « J'ai réfléchi à votre installation, tandis qu'il restait à cheval au périmètre de la cour. Que se passe-t-il si le feu d'une seule famille devient incontrôlable? Des murs communs impliquent une catastrophe collective. Un seul incendie de cheminée pourrait entraîner la mort des 4 familles ensemble. Vous avez en substance construit un piège à feu. Alexander avait prévu cela. 4 foyers signifient 8 perdus adultes vigilants face au danger. Au lieu de seulement 2, nous inspectons les cheminées les uns des autres. Nous surveillons les feux les uns des autres. Une cabane isolée peut brûler inaperçue jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Notre habitation commune a des voisins de tous les côtés qui détectent la fumée avant qu'un incendie ne puisse se propager. Et qu'en est-il des désaccords? 4 familles partageant les murs et les tâches d'entretien du feu. Quelqu'un est forcément appelé à se dérober à ses responsabilités. Quelqu'un brûlera inévitablement du bois non séché, qui produit de la fumée, mais peu de chaleur. Certains enfants empêcheront les autres de dormir. En janvier, vous vous disputerez constamment. En janvier, nous serons confortables pendant que vous épuiserez votre réserve de bois de chauffage dans la solitude. Les disputes sont résolubles. Mourir de froid ne l'est pas. Le premier défi majeur est survenu le 24 octobre. Une vague de froid soudaine fait chuter les températures à 12 degrés. Pas extrême, mais suffisant pour tester la conception interconnectée. Les 4 familles ont mis en place leur programme de feu rotatif. Pour la première fois, les lignes cavistes ont allumé leur feu du soir à 18 heures, l'alimentant régulièrement jusqu'à 21 heures. Ils ont ensuite couvert les braises, et les brenneurs ont pris le relais, maintenant leur feu ardent jusqu'à minuit. Alexander s'est réveillé à minuit pour prendre le quart des Noakes. Il a découvert que sa cabane maintenait 48 degrés, bien qu'aucun feu n'ait été allumé depuis la veille au soir. Chaleur. La chaleur des feux des linkovistes et des brenneurs avait imprégné les murs partagés toute la nuit, gardant sa famille confortable sans qu'il ne consomme une seule bûche. Il a ensuite allumé son propre feu et l'a entretenu jusqu'à 3 heures du matin. Il savait que ces flammes réchauffaient non seulement son propre foyer, mais transféraient également de la chaleur aux lingvistes d'un côté et aux Miller de l'autre. À 3 heures du matin, Heinrich Miller a pris la responsabilité du feu, soutenant les 4 familles jusqu'à l'aube. Martha fut la première à le remarquer en préparant le petit déjeuner. Nous n'avons brûlé que 3 heures, juste 3 heures pendant toute la nuit, et la cabane n'est jamais descendue en dessous de 45 degrés. La chaleur des lingvistes entrait par notre mur est, et la chaleur des Millers venait par notre mur ouest. Nous avons reçu de la chaleur pendant 9 heures, tout en contribuant à la chaleur pendant 3. Alexander a pressé sa paume contre le mur commun partagé avec les lingvistes. Il était chaud au toucher. « Le mur fonctionne précisément comme je l'avais promis », a-t-il affirmé. Isaac facilite le transfert de chaleur entre nous. En novembre, la disparité était devenue impossible à ignorer. Les 4 familles ont collectivement consommé peut-être 2 cordes de bois tout au long d'octobre, ce qui équivaut à une demi-corde par famille. Samuel Thornton, chauffant sa cabane solitaire de manière indépendante, avait déjà utilisé près de 2 cordes de bois à lui seul. Ses murs étaient exposés au vent de toutes les directions, et son feu ne fournissait de la chaleur qu'à son propre foyer. Sa chaleur s'échappait par 4 murs non protégés,
tandis que les familles immigrantes subissaient une perte de chaleur par seulement 8 murs répartis entre 4 résidences. Les voisins disent que nous vivons comme des animaux dans une grange, a fait remarquer Brigitte Lingwitz un soir de novembre, se réchauffant les mains près du mur commun qui rayonnait la chaleur du foyer du soir des Brenner. Mais les animaux dans une grange survivent à l'hiver en partageant la chaleur, a-t-elle rétorqué. Peut-être comprennent-ils un concept que les Américains ont négligé. La voix de Klaus Brenner, étouffée par le mur intermédiaire, a répondu du côté adjacent. Qu'ils disent ce qu'ils veulent, leur arrogance les laisse isolés et tremblants. Nos cloisons communes nous assurent de rester au chaud collectivement. Janvier 1894 a commencé avec une intensité qui serait racontée par les anciens pendant de nombreuses années. Une masse d'air arctique a déferlé du Canada le 8 janvier, faisant chuter les températures d'un tolérable 8 degrés à un glacial -26 au 12e coup de minuit. Le matin du 9 janvier, les températures sont tombées à -32. Le 13 janvier, le mercure du thermomètre devant le magasin général de Leola indiquait un glacial, -44 degrés. Des vents de force coups de vent hurlaient à travers la prairie du Dakota à 30 miles par heure, pénétrant chaque cabane solitaire, chaque mur exposé aux vastes plaines, et chaque famille qui avait construit sa maison dans l'isolement. Les fermes dotées de cabanes individuelles ont enduré les difficultés initiales et les plus sévères. La demeure de Samuel Thornton était située à l'isolement sur sa propriété, ses 4 murs constamment battus par des vents incessants. Son foyer dévorait le bois de chauffage à un rythme alarmant, nécessitant un quart de corde par jour, simplement pour maintenir une température de 32 degrés dans la pièce de vie principale. Son épouse entretenait le feu toutes les heures pendant la nuit, se levant du lit dans l'obscurité glaciale pour s'assurer que les braises restaient allumées. Les extrémités de sa cabane se refroidissaient à 15 degrés et des cristaux de glace se matérialisaient sur les surfaces intérieures des murs. Sa progéniture dormait en vêtements d'extérieur et chaussures, regroupés dans un seul lit pour la chaleur corporelle mutuelle, car la cheminée était insuffisante pour chauffer toute la zone. Le 11 janvier, Thornton avait déménagé son foyer dans la seule pièce avec le foyer, laissant le reste de sa demeure aux conditions glaciales. Ils prenaient leur repas, se reposaient et résidaient à seulement 3 mètres des flammes continuellement rugissantes, qui ne parvenaient néanmoins pas à projeter de la chaleur vers des murs qui perdaient rapidement leur chaleur dans toutes les directions. Sa réserve de bois de chauffage, 7 cordes méticuleusement arrangées à l'automne, avait diminué à moins de 3. Les calculs étaient alarmants. Si les choses continuaient ainsi, ces réserves de combustible seraient épuisées avant février, laissant encore 2 mois d'hiver. Dans tout le comté de McPherson, la même situation se déroulait dans chaque habitation isolée. Les Anderson en étaient réduits à brûler leur poulailler pour se chauffer, une fois que leur bois de chauffage eut diminué. Les Peterson ont démonté un chariot pour l'utiliser comme petit bois. Un colon solitaire, Garrett, luttait également. Le 14 janvier, il fut découvert gelé à l'intérieur de son habitation. Les flammes s'étaient éteintes pendant son sommeil, et ses 4 murs non isolés avaient dissipé la chaleur plus rapidement que son corps ne pouvait en produire. Il périt dans la solitude de sa cabane isolée, sans aucune chaleur voisine pour prolonger sa survie. Chaque habitation isolée perdait continuellement de la chaleur à travers des murs exposés uniquement au vide glacial. Chaque foyer luttait contre l'hiver de manière indépendante, consommant du bois à une vitesse alarmante alors que le froid pénétrait les surfaces dépourvues d'isolation, de renforcement ou de chaleur commune des résidents voisins.
Pendant ces premiers jours critiques, la colonie d'immigrants était loin des préoccupations de quiconque. Leur propre survie était leur principale préoccupation. Dans le bâtiment interconnecté de la propriété Noack, Alexander se réveilla le matin du 13 janvier, le jour le plus froid de la vague de froid, pour découvrir que la température de sa cabane était de 47 degrés. Le feu de la famille Müller s'était éteint des heures auparavant. Pourtant, la chaleur continuait de rayonner à travers le mur commun des Brenner, dont le foyer émettait encore de la lumière. La cabane des Lindqvist, de son côté opposé, maintenait une température de 44 degrés, bénéficiant de la chaleur persistante des deux foyers voisins. Le système de rotation se déroulait sans interruption. Chaque famille entretenait un feu pendant 3 heures, et chaque famille bénéficiait de la chaleur pendant 9 heures. Les murs communs transféraient constamment la chaleur. La famille avec le feu le plus robuste fournissait de la chaleur à celle dont le feu était le plus faible. La température d'aucune habitation ne descendait en dessous de 40 degrés. Aucun foyer n'avait à entretenir un feu seul pendant toute la nuit. Le 14 janvier, Klaus Brenner inspecta la réserve de bois partagée. Depuis le début de la vague de froid, les 4 familles réunies avaient consommé environ 1 corde. En revanche, Thornton, seul dans sa cabane isolée, avait utilisé près de 3 cordes pendant la même période. « Nous avons chaud parce que nous sommes unis », déclara Brenner aux autres familles rassemblées dans la cour abritée, chaudement mitouflées contre le froid inaccessible. Thornton souffre du froid à cause de sa solitude. Son arrogance maintient son isolement. Nos structures partagées nous lient. Heinrich Müller leva les yeux vers la bande étroite de ciel couvert au-dessus de la cour. Les Américains croient que nous avons construit une habitation de qualité inférieure. Nous avons érigé une forteresse. De plus, les adversaires ne peuvent pas pénétrer des défenses orientées vers l'intérieur plutôt que vers l'extérieur. Samuel Thornton arriva à la colonie d'immigrants peu après midi. Le 15 janvier, son voyage avait duré plus de 2 heures, traversant une neige qui craquait comme du verre brisé sous ses chaussures. Son visage était gercé sous 2 écharpes étroitement enroulées. Ses doigts palpitaient à l'intérieur de 3 paires de moufles, et malgré tous les vêtements qu'il possédait, il sentait toujours le froid pénétrer jusqu'à ses os. Il arriva, poussé par le besoin de vérifier si les foyers d'immigrants enduraient de plus grandes difficultés que lui, blottis ensemble dans leur détresse collective, ou s'ils possédaient des connaissances qu'il n'avait pas. De loin, il avait observé qu'une seule cheminée à la fois semblait émettre une fumée substantielle. Les 3 autres ne montraient que de faibles volutes de fumée, voire aucune. Dans sa cabane isolée, sa seule cheminée flambait sans cesse, mais elle ne parvenait pas à chauffer suffisamment sa famille. Il rencontra Alexander Novak dans la cour abritée, transportant du bois de chauffage d'une pile commune qui semblait largement intacte. Environ 4 cordes étaient encore empilées contre le mur intérieur, bien que l'hiver fût à mi-parcours et que 4 familles disposent d'amples réserves de combustible. La réserve personnelle de bois de Thornton, initialement de 7 cordes, avait diminué à moins de 3, avec encore 2 mois de temps glacial prévus. « Noack !» appela Thornton, la voix rauque à cause du froid. « Je suis venu observer comment vous parvenez à maintenir 4 familles dans ce froid rigoureux. J'avais supposé que vous seriez confrontés à de plus grandes difficultés que nous. » Alexander indiqua l'entrée la plus proche. « Entrez et constatez les avantages de 4 familles partageant des murs. » Thornton entra dans la cabane des Noack et s'arrêta brusquement, comme s'il rencontrait une barrière invisible. Une chaleur omniprésente l'enveloppa, non pas la chaleur intense d'un brasier ardent,
mais une sensation plus constante émanant de diverses directions simultanément. Il se retourna lentement, perplexe. Un modeste feu brillait dans l'âtre, produisant à peine un quart de la chaleur générée par le brasier rugissant de sa propre cheminée. Néanmoins, la cabane était plus douillette que sa propre résidence ne l'avait été depuis plusieurs semaines. « Quelle température maintenez-vous ici ?» demanda Thornton, sa voix à peine audible. Alexander indiqua un thermomètre fixé près de l'entrée. 51 degrés ce matin. Au réveil, la température affichait 47 degrés avant que j'allume le feu, montant à 51. La demeure de Thornton n'avait pas atteint 50 degrés depuis novembre, même en étant juste devant un foyer ardent. Ses coins restaient à un glacial 15 degrés. Les murs éloignés étaient glacials au toucher. Comment cela était-il possible ? Votre feu est insignifiant, fournissant juste assez de chaleur pour préparer un repas matinal. Touchez le mur. Alexander posa sa main sur le mur partagé avec les Lindqvist. Je sens la chaleur que ce mur dégage, déclara-t-il. Thornton pressa ensuite sa propre main contre le bois, le trouvant chaud, pas brûlant, mais distinctement chaud, comme si un feu brûlait de l'autre côté. Se déplaçant vers le mur adjacent à la cabane des Müller, il le trouva également chaud. Les deux cloisons intérieures émettaient de la chaleur dans la résidence Noack. Le feu des Lindqvist avait été actif jusqu'à 21h la veille au soir, et celui des Brenner jusqu'à minuit. Mon propre feu a duré jusqu'à 3h du matin, et celui des Müller a maintenu notre chaleur jusqu'à l'aube. Alexander toucha ensuite chaque mur partagé séquentiellement. Il expliqua « Chaque feu fournit de la chaleur à 3 foyers via ces murs interconnectés. J'entretiens mon feu pendant 3 heures et je bénéficie de la chaleur pendant 9 heures. Mes murs puisent la chaleur des habitations adjacentes, pendant que mon propre foyer est inactif. Combien de bois de chauffage consommez-vous ? demanda Thornton. Les 4 familles réunies, répondit Alexander, utilisent environ 1 corde par semaine au total. Thornton fit un calcul silencieux et stupéfait. 1 corde par semaine pour 4 familles. Comparé à sa propre consommation de presque 1 corde tous les 3 jours pour une seule famille. Cela signifiait utiliser 4 fois plus de bois pour atteindre des températures 20 degrés plus basses. Mes enfants dorment dans leurs manteaux d'hiver, avoua-t-il. La voix de Thornton faiblit. Ma femme entretient le feu toutes les heures pendant la nuit. Nous avons dû abandonner la moitié de notre cabane aux températures glaciales. Pourtant, vous et votre famille dormez confortablement en utilisant seulement 1/4 du bois que nous brûlons. Alexander hocha lentement la tête. Votre cabane est isolée. Ces 4 murs perdent constamment de la chaleur dans la vaste prairie vide. Nos cabanes, cependant, partagent des murs. Toute chaleur s'échappant de ma demeure s'écoule directement dans la cabane des Lindqvist. La chaleur passe ensuite de leur cabane à celle des Brenner. Aucune chaleur n'est perdue tant qu'elle n'atteint pas un mur extérieur. De plus, nous ne possédons que la moitié de la surface de mur extérieur que vous avez. Thornton resta dans la cabane douillette, sentant la chaleur émanant de 2 de ses murs, comprenant enfin le véritable coût de son existence isolée. Expliquez-moi tout. Démontrez le fonctionnement de ces murs partagés, insista Thornton. Alexander le guida méticuleusement à travers chaque aspect. Leur visite commença dans la cabane des Noack, puis se poursuivit à travers la cour jusqu'à la cabane des Lindqvist, où Eric s'occupait de son feu matinal. Touchez le mur de ce côté, instruisit Alexander, indiquant la cloison partagée avec les Noack. Thornton posa sa main sur les rondins, sentant la chaleur familière,
identique à ce qu'il avait ressenti du côté des Noaques, transmise à travers le bois commun. Ce mur conduit la chaleur dans les deux sens, clarifia Alexander. Quand mon feu est fort et celui d'Éric est faible, ma chaleur lui est transférée. Zarèchement, quand son feu est fort et le mien est inactif, sa chaleur me parvient. Alexander passa sa main le long du mur partagé. La chaleur n'est jamais perdue. Elle circule entre les familles jusqu'à ce qu'elle soit nécessaire à l'une d'elles. Ils visitèrent les 4 cabanes consécutivement, de celle des Noaques à celle des Lingvistes, puis à celle des Brenner, à celle des Miller, et enfin de retour à celle des Noaques. Chaque mur partagé émanait de la chaleur. Chaque cabane maintenait des températures allant de 48 à 53 degrés, bien que chaque famille n'ait entretenu son feu que pendant 3 heures la nuit précédente. Pourtant, ils étaient restés confortables toute la nuit. La cour, remarqua Thornton, debout dans la zone centrale abritée, est complètement protégée du vent. Elle est entourée de 4 murs. Le vent frappe l'extérieur mais ne peut atteindre le cœur. Chaque cabane possède un mur qui fait face à cette zone abritée, un mur qui n'est jamais exposé au vent et par conséquent ne perd jamais de chaleur au courant d'air. Alexander désigna les 4 portes qui s'ouvraient sur la cour. Nous pouvons nous déplacer entre les cabanes sans nous aventurer dans le mauvais temps, expliqua-t-il. Les jours plus doux, les enfants jouent ici, à l'abri du vent, ce qui les gèlerait autrement dans la prairie exposée. Samuel Thornton ne garda pas jalousement sa nouvelle connaissance. Le 20 janvier, il avait détaillé la conception du complexe d'immigrants à chaque colon qu'il rencontrait, au centre de distribution de fournitures d'urgence à Leola. La plupart des gens étaient sceptiques. Un éleveur nommé Crawford se moqua ouvertement. Suggérez-vous que 4 familles vivant à proximité restent plus au chaud que des fermes individuelles bien construites? Ce n'est pas de l'ingéniosité, Sam. C'est la misère déguisée en astuce. Je rapporte ce que j'ai personnellement vécu, rétorqua Thornton. J'ai posé ma main contre chaque mur partagé de cette construction. À l'intérieur, malgré la température de 51 degrés, une faible chaleur émanait de feux si minuscules qu'ils pouvaient à peine chauffer une marmite. Leur réserve de bois restait en grande partie intacte, contrairement à la mienne, qui disparut rapidement, laissant mes enfants dormir dans leurs manteaux. Pendant ce temps, leurs enfants dormaient confortablement en tenue ordinaire. Le premier visiteur après Thornton fut un immigrant norvégien nommé Haugen, dont la famille avait complètement épuisé ses réserves de bois de chauffage à la mi-janvier. Il apparut le 22 janvier, cherchant de toute urgence un moyen d'empêcher sa famille de geler avant l'arrivée du printemps. Haugen consacra 3 heures à inspecter méticuleusement l'habitation interconnectée. Il traversa les 4 cabanes, remarquant les murs mitoyens, se tint dans la cour abritée et observa la routine synchronisée des familles pour l'entretien du feu. Il s'enquit de la construction du mur, de la taille de la cour et du fonctionnement sans accroc de leurs responsabilités tournantes. Alexander expliqua. Nous avons conclu un accord avant la construction. Chaque famille prend le même tour de garde chaque nuit, évitant ainsi tout malentendu ou dispute. La famille Link, par exemple, sait que son feu brûle jusqu'à 9 heures. Les Brenner savent qu'ils prennent le relais à 9 heures. Cette routine établie simplifie la collaboration. À la fin de janvier, Alexander avait accueilli 16 invités. Tous arrivèrent avec des doutes, mais repartirent silencieusement, ayant compris le concept. Morrison, un arpenteur du comté, arriva avec des outils pour enregistrer précisément toutes les mesures. Le carré de 48 pieds, la cour de 16 pieds et les 8 murs extérieurs abritant 4 familles.
un contraste frappant avec les 16 habituels. Samuel Thornton fut la première personne à s'informer sur la construction d'habitations reliées. « Je ne peux pas démolir ma cabane actuelle et la reconstruire », déclara-t-il à son arrivée fin février, juste au moment où le froid le plus rigoureux commençait à s'atténuer. Cependant, mon frère revendique la parcelle à côté de la mienne. Quand le printemps arrivera, veuillez me montrer comment 2 foyers pourraient partager un mur commun. Guidez-moi sur la façon de construire de manière interconnectée plutôt qu'isolément. Alexander examina les croquis préliminaires de Thornton. Avoir 2 cabanes partageant un seul mur est moins complexe que 4. Construisez le mur commun solidement et scellez-le soigneusement sur les 2 surfaces. Placez vos cheminées sur des murs extérieurs opposés, permettant à la chaleur de se transférer à travers la cloison partagée séparant vos maisons. Établissez un accord mutuel pour les heures d'entretien du feu. Soyez vigilants les uns pour les autres. Il regarda ensuite l'individu qui avait autrefois qualifié leur colonie de « maison de pauvres » en Pologne. « Nous croyons qu'un mur séparant des voisins peut soit obstruer, soit connecter », remarqua-t-il. « Votre frère pourrait n'être qu'une figure lointaine à travers la vaste prairie, ou une source de chaleur imprégnant votre mur partagé pendant que vous vous reposez. Construisez la connexion. Permettez au mur de transmettre la chaleur plutôt que de l'empêcher. » Alexander Noack résida 28 années supplémentaires sur cette ferme. Il décéda dans le comté de McPherson à l'automne 1921, entouré de ses enfants et petits-enfants, qui avaient appris que la chaleur ne provenait pas seulement des flammes, mais aussi des voisins adjacents dont les maisons partageaient une limite commune. La première habitation interconnectée qu'il érigea en 1893. La structure resta opérationnelle au moment de sa mort, avec 4 cabanes partageant toujours des cloisons, poursuivant leur responsabilité tournante d'entretien du feu les soirs glacials, et abritant toujours des familles qui reconnaissaient que la survie dépendait de la collaboration et non de la solitude. La colonie resta habitée jusqu'en 1954, lorsque les derniers descendants de la famille fondatrice déménagèrent à Sioux Falls pour trouver du travail. Le bâtiment resta vacant pendant 10 ans, jusqu'à ce qu'un feu de prairie le consume en 1965. Mais à ce moment-là, 3 générations avaient enduré les rudes hivers du Dakota dans le confort. Des hivers qui s'avéraient fatals pour les colons isolés. Le concept sous-jacent s'était également étendu bien au-delà du comté de McPherson. L'hiver 1894 servit de référence durable pour évaluer tous les hivers suivants du Dakota. Les vétérans de la région demandaient « Est-ce comparable à 94 ?» Et la réponse était rarement affirmative. Néanmoins, même les hivers modérés continuaient de laisser les familles solitaires tremblantes dans leurs cabanes isolées, consommant rapidement du bois de chauffage, tandis que la chaleur s'échappait par 4 murs exposés. Chaque aube glaciale rappelait aux visiteurs de la colonie d'immigrants la chaleur communautaire qu'ils auraient pu expérimenter. En 1902, diverses formes de construction interconnectées avaient été adoptées par les fermes de toute la région. Tous les designs ne reflétaient pas le carré de 4 familles d'Alexander. Samuel Thornton et son frère construisirent une paire de cabanes avec un mur mitoyen, réduisant leurs dépenses collectives de chaleur de près de 25%. 3 foyers suédois érigèrent une série de résidences reliées, chacune ayant 2 murs en commun avec les voisins adjacents. 20 miles au nord, une communauté allemande établit un arrangement hexagonal pour 6 familles autour d'un espace central ouvert, adaptant le concept à leur groupe élargi. Bien que chaque adaptation tienne compte des conditions locales spécifiques et des liens familiaux, le principe fondamental restait constant. Les murs mitoyens empêchaient la fuite de chaleur, et les familles reliées pouvaient alterner les responsabilités d'entretien du feu.
Les cours abrités servaient à obstruer les vents qui, autrement, aspireraient la chaleur des extérieurs non protégés. Les calculs démontraient constamment l'avantage de la collaboration sur la solitude. Alexander saisit la vérité fondamentale selon laquelle les résidences interconnectées diminuent considérablement les pertes thermiques via les murs communs. Ce concept est évident aujourd'hui dans les maisons de ville, les maisons mitoyennes et les complexes d'appartements à l'échelle mondiale. Les itérations modernes emploient une isolation avancée et des systèmes de chauffage centralisés, pourtant la compréhension fondamentale persiste. Une cloison séparant deux zones chauffées retient toute la chaleur. Seules les façades extérieures dissipent la chaleur dans l'environnement froid. Construire collectivement modifie l'équation de survie à votre avantage. Alexander, ainsi que son père et son grand-père, dans des villages près de Cracovie, comprenaient que vivre dans l'isolement entraînait des coûts élevés, tandis que l'interconnexion offrait de l'efficacité. Les Américains considéraient les cabanes individuelles comme des symboles d'autonomie, chaque famille se tenant fièrement seule sur sa propriété. Les Européens, à l'inverse, considéraient les maisons connectées comme une preuve de sagesse, chaque famille partageant prudemment des murs qui, autrement, laisseraient la chaleur s'échapper à l'air libre. L'approche américaine était viable lorsque les ressources étaient abondantes et que la fierté personnelle l'emportait sur la nécessité de survivre. La méthode européenne s'avéra efficace lorsque les hivers rigoureux menaçaient la vie et que la collaboration était la seule solution logique. Martha Owak survécut à Alexander de 7 ans. Elle passa ses derniers hivers dans la cabane qu'ils avaient construite ensemble, ressentant la chaleur émanant à travers les murs communs des voisins dont les ancêtres avaient aidé à poser les fondations. Après sa mort, sa fille découvrit un message soigneusement placé dans la Bible familiale, écrit de la main méticuleuse de Martha en polonais. Il nous a encouragés à partager les murs. Les Américains nous critiquaient, affirmant que nous construisions une maison de pauvres, trop démunis pour nous permettre des résidences individuelles. Pourtant, nous avons partagé des murs pendant 28 hivers. Les Américains, pendant ce temps, consommaient leur bois de chauffage jusqu'à ce qu'il ne reste que des cendres, frissonnant toujours dans la solitude, tandis que nous dormions au chaud, ensemble. Ils se souvenaient de la profonde leçon de la Pologne. Un mur a la capacité soit de séparer, soit d'unir. Quand les murs divisent, chaque foyer affronte la rigueur de l'hiver dans l'isolement. Inversement, quand ils connectent, la chaleur circule entre les habitations adjacentes, tout comme l'eau cherche naturellement son niveau. Nos murs mitoyens transféraient efficacement la chaleur d'une famille à l'autre, tandis que leurs murs laissaient la chaleur s'échapper à l'air libre. Nous favorisions l'unité, alors qu'ils érigeaient des divisions. Nos enfants jouissaient d'un sommeil réparateur, réchauffé par le feu commun qui atteignait notre demeure. Les enfants de la communauté interconnectée dormaient profondément, réchauffés par notre feu partagé. Cet arrangement n'était pas un signe de dénuement, mais plutôt un témoignage d'une sagesse profonde. Il représentait la méthode ancestrale par laquelle les villages ont perduré pendant des siècles, contrairement aux individus orgueilleux qui gelaient dans l'isolement de leurs maisons individuelles.